C'était donc la Cour pénale internationale qui prévoit prendre des mesures contre la Russie. Alors Kiev saisit la CPI, la Cour pénale internationale, pour prendre des mesures contre la Russie. Et la CPI vient de dire que selon la Russie, l'Ukraine a commis un génocide dans 2 régions pour justifier son attaque contre l'Ukraine. Et commençons l'édition d'aujourd'hui de notre programme Autour du monde concernant l'Afrique, avec une tournée autour de la presse qui a mentionné l'Afrique et commençant par le quotidien Le Monde. Alors, le camp de Mandoro, proche de la frontière avec le Burkina Faso, a été pris pour cible vendredi. Cette attaque intervient alors que la France et ses alliés viennent d'annoncer leur départ du pays à la suite de vives tensions diplomatiques avec la junte au pouvoir. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière rapportée contre les forces maliennes depuis des mois. Un deuil national de 3 jours à compter de samedi a été décrété par le gouvernement malien. Toujours en ce qui concerne le Mali, les Maliens en deuil sont toujours sous le choc après l'attaque menée vendredi matin contre le camp militaire de Mandoro dans le centre de leur pays qui a coûté la vie à au moins 27 soldats alors que 33 autres ont été blessés, même si 47 assaillants ont été neutralisés. Dalia Karam nous donne plus de détails. 3e jour de deuil national au Mali, ce lundi 7 mars, après l'attaque terroriste de vendredi contre un camp militaire de l'armée malienne situé dans le centre du pays, à Mandoro. Les drapeaux sont en berne sur les bâtiments publics. Un élan de solidarité s'est créé autour de l'armée malienne qui a perdu des hommes. Les ressortissants de Mandoro résidant à Bamako ont organisé en principe ce dimanche une réunion. L'objectif, témoigner du soutien aux populations de cette localité du centre du Mali, mais également soutenir l'armée nationale. Des messages de soutien à l'armée ont également émané des partis politiques locaux comme l'Alliance pour la démocratie au Mali, ADEMA, ou encore le Parti pour la Renaissance nationale, PARENA. Sur le terrain, le calme est revenu. L'armée malienne contrôle à nouveau le camp de Mandoro, mais il est difficile pour les journalistes d'avoir plus de détails. Joindre par téléphone les habitants de la localité dont le camp a été attaqué reste compliqué. Le bilan provisoire de sources officielles rapporte que 47 terroristes et 27 militaires ont été tués. 33 militaires ont été blessés, dont 21 gravement. Ces derniers ont été transportés vers un hôpital du centre du Mali pour recevoir des soins d'urgence. La junte au pouvoir avait rassuré sur sa capacité à lutter contre les groupes armés qui écument des pans entiers du pays depuis 2012. Les populations ne cachent plus leur appréhension. Samedi, la mission des Nations Unies au Mali a condamné l'attaque du Mandoro, tout en réitérant son engagement aux côtés des Maliens dans leur quête légitime de paix et stabilité. Moins de 48 heures après sa nomination, nous lisons dans Jeune Afrique, moins de 48 heures après sa nomination, le Premier ministre Albert Ouédraogo a rendu publique la liste de son équipe de 25 ministres. Le général Barthélemy Sempore, déjà ministre de la Défense, sous Roch Marc, le président renversé par un coup d'État militaire fin janvier, conserve son poste selon un décret publié le 5 mars. Il est élevé au rang de ministre d'État. Et enchaînons avec Radio France Internationale. En Côte d'Ivoire, les autorités se sont félicitées du bon déroulement du scrutin phase du dialogue politique qui s'est achevé vendredi 4 mars. Toutes les parties en présence ont signé un accord portant sur la nécessité de réformer la commission électorale indépendante ou encore de procéder à un redécoupage des circonscriptions électorales. Et terminons notre revue de presse sur l'Afrique avec TV5 Monde. L'ONU a proposé vendredi une médiation entre les camps rivaux en Libye pour faciliter la tenue d'élections dont le report en décembre a aggravé les divisions dans le pays, désormais doté de 2 gouvernements concurrents.
pour essayer de rapprocher les parties. L'américaine Stephanie Williams, conseillère spéciale du secrétaire général de l'ONU en Libye, a proposé la mise en place d'un comité réunissant des représentants des deux instances rivales, la Chambre des représentants qui siège à Tabrouk à l'est et le Haut Conseil d'État basé dans la capitale Tripoli à l'ouest et qui fait office de Sénat. D'immenses décharges à ciel ouvert de milliers de tonnes seuillent déjà bon nombre de capitales du continent africain. L'Afrique qui réceptionne déjà des produits toxiques au rébut revus d'ailleurs deviendra-t-elle en plus la poubelle du monde des déchets plastiques? À l'Assemblée de l'ONU pour l'environnement qui s'ouvre lundi 28 février à Nairobi, les pays du continent africain tenteront de s'unir pour l'éviter. Plus de détails dans ce commentaire. D'Antananarivo à Dakar, en passant par Nairobi ou Conakry, les capitales africaines sont souillées par d'immenses décharges à ciel ouvert où les déchets plastiques se comptent par milliers de tonnes, dégageant des odeurs pestilentielles, des fumées et particules toxiques. En péril de leur vie, hommes, femmes et enfants, parmi les plus pauvres, viennent y chercher de quoi survivre au quotidien. Les déchets plastiques polluent aussi les océans et les zones rurales, y menaçant la faune, la flore et les hommes. En raison d'une collecte des déchets déficiente et du manque d'usines de recyclage, les déchets plastiques augmentent en Afrique, note un récent rapport du Programme des Nations Unies pour l'environnement, ce qui constitue une menace significative pour l'environnement et les économies du continent. Quelques 300 millions de tonnes de déchets plastiques sont produites chaque année dans le monde, dont 11 millions finissent dans les océans. Mais selon l'ONU, le manque de statistiques concernant l'Afrique est un obstacle majeur. Il n'y a pas de doute, si rien n'est fait dans quelques années, l'Afrique va être une véritable poubelle des sacs et déchets plastiques, estime Ousmane Dambadji, dirigeant de l'ONG Réseau nigérian pour l'eau et l'assainissement. La décision 2018 de la Chine d'interdire l'importation des déchets plastiques, suivie par d'autres pays asiatiques comme les Philippines et la Malaisie, fait craindre que les pays riches ne se tournent vers le continent africain pour s'en débarrasser. Ils le font déjà pour d'autres produits et matériaux dangereux tels que les batteries ou les composants électriques et électroniques usagés, en particulier au Ghana et au Nigeria. Le risque est grand de voir tous les déchets des pays industrialisés déversés ici, chez nous, en Afrique, craint Yves Ikobo, président de l'ONG congolaise Planète Verte RDC. À Nairobi, les pays africains essaieront de parvenir à une position commune sur l'interdiction d'importer des déchets plastiques sur le continent en vue de pourparlers pour un accord international contre la pollution du plastique. La plupart des États d'Afrique subsaharienne se sont progressivement dotés depuis le début des années 2000 de législation interdisant la production, l'importation, la commercialisation, l'utilisation et le stockage des sachets et des emballages en plastique qui ne sont le plus souvent pas ou mal appliqués. Nous sommes en train toujours de suivre la session de la Cour pénale internationale après que Kiev a saisi la CPI, la Cour pénale internationale, pour prendre des mesures contre la Russie après les frappes contre l'Ukraine. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi actuellement en ligne Dr Raouf Ghafar, analyste politique, qui va nous parler de l'Assemblée de l'ONU pour l'environnement qui s'est tenue le 28 février à Nairobi, et les pays du continent de l'Afrique qui ont tenté de s'unir pour éviter que l'Afrique soit la poubelle du monde. Bonjour, docteur Raouf Ghafar. Bonjour. Bonjour. Alors, les capitales africaines sont souillées par d'immenses décharges à ciel ouvert où les déchets plastiques se comptent par milliers de tonnes, dégageant des odeurs pestilentielles, des fumées et particules toxiques. Alors, comment peuvent-ils unir leurs efforts, comme nous le souhaitons, pour mettre fin à cet enjeu? Ça, c'est une situation très malheureuse. L'Europe, les pays industrialisés, ne trouvent pas un autre endroit pour se débarrasser de leurs déchets de plastique que l'Afrique. Donc, ils jettent un peu dans la mer et puis le reste, ils envoient en Afrique. Ce qui est
est très malheureux. Malheureusement, l'Afrique n'a pas les moyens de recyclage pour ce genre de déchets. Donc, il faut que les pays africains s'entraident pour justement ou bien établir des industries pour le recyclage, ou bien de trouver un moyen d'empêcher les pays qui se débarrassent de leurs déchets en plastique en Afrique. Ça, c'est le seul moyen, surtout que tout le monde maintenant se dirige vers le vert, se dirige vers l'économie, disons, propre, l'énergie propre, ce qui est en contraste à 100% avec les déchets qui se jettent par ici et par là. Donc il faut que les pays africains justement essayent de, premièrement, empêcher les pays de se débarrasser de leurs déchets en Afrique, et en second lieu, d'essayer d'établir des industries de recyclage pour ce genre de déchets. Oui. Nous vous remercions infiniment, Dr Raouf Ghafar, analyste politique, pour cette intervention. Merci d'avoir été avec nous en ligne. Et avant de vous quitter, je vous laisse avec le Kenya. Alors, au Kenya, une entreprise spécialisée dans la fabrication de verre, de vitraux et d'autres structures perdure à cause de l'utilisation de vieilles méthodes traditionnelles de fabrication encore présentes ici. Je vous laisse avec Shams Nemi qui nous donne plus de détails. Merci d'avoir été avec nous et restez avec nous sur Nile TV International. Merci et au revoir. D'énormes quantités de tongs, mais aussi de bouchons de bouteilles, de brosses à dents ou d'emballages de bonbons sont régulièrement ramassés sur les plages kenyanes par des volontaires. Charriés par les rivières ou par le ressac des vagues, depuis l'autre bout de la planète, ces plastiques menacent la stabilité écologique de plusieurs pays africains. Océan Sol, une entreprise kenyane s'est lancée dans le recyclage de ces tongs. En moyenne, 750 000 à 1 million de tongs par an sont transformés, ce qui permet de créer une centaine d'emplois à plein temps. Les tongs sont la paire de chaussures la plus courante, la plus adorable pour beaucoup de gens, riches, pauvres. Tout le monde en a une paire. Comme elles sont très adorables, quand une paire est usée, il suffit de la jeter et d'en acheter une nouvelle. Envoyées dans un atelier à Nairobi, les sandales y sont ensuite minutieusement nettoyées puis collées pour constituer des plaques multicolores. Des dizaines d'artisans les sculptent ensuite avec brio en divers objets, dont des animaux, des petits ou grands, qui trouvent preneurs principalement à l'étranger. Les tongs ne proviennent pas uniquement des plages, mais aussi des rivières et des caniveaux des bidonvilles de Nairobi. Chaque semaine, nous recevons environ 1,2 tonnes. Alors, si l'on convertit ce chiffre en mois et ensuite en année entière, cela fait en plus de 40 tonnes par an. Ce sont beaucoup de tongs. De plus, les artisans qui travaillent ici sont pour la plupart issus de la sculpture sur bois. De son côté-là, nous sauvons les arbres, ce qui est bon pour notre environnement, souligne le superviseur à Océan Sol. Pour les plus grandes pièces, comme des éléphants ou des girafes d'environ 2 mètres, vendues plusieurs centaines de dollars, du polyestre, extrait de vieux réfrigérateurs, est également utilisé. Mais l'entreprise fait face à une marée de plastique qui s'accumule sur ses côtes. Lors du sommet de Nairobi, le 28 février, le fléau croissant des déchets plastiques sera au cœur des négociations.